Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour Majuscule Propos. Ce soir nous allons revenir une fois de plus sur l'Afro Basket 2021, cette compétition de basketball sur le plan continental qui vient de en tout cas baisser ses rideaux avec notamment le sacre de la Tunisie qu'on va suivre tout à l'heure. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes invités de la soirée. Nous sommes là avec la partie rwandaise, notamment pour ce qui est de la prise des décisions. Avec nous est Richard Nyirishema, vice-président de la Fédération rwandaise de basketball. Bonsoir Richard. Bonsoir Sabiti. Plaisir. Avec nous également est William, qui est l'un des joueurs, les 12 joueurs de l'équipe nationale de basketball qui nous ont fait vibrer tout au long de cette compétition. Bonsoir William. Bonsoir. Également, comment parler du joueur sans parler de son technicien ou encore du coach, le docteur Sarr, qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous. Bonsoir. Bonsoir Idi. Voilà. Tout d'abord, avant de plonger dans notre émission, suivons d'abord ce qu'a été le sacre de la Tunisie. Ce sont là les belles images qui ont caractérisé la fin de cet Afro-Basket 2021, Kigali ou au Rwanda, qui s'est passé ici au Rwanda dans la très nouvelle Kigali Arena. Coach Sarr, vous qui êtes technicien, tout d'abord, le fair play fait à ce qu'on puisse quand même reconnaître les mérites de l'adversaire. Quels sont les mérites aujourd'hui ou vos mots du sacre de la Tunisie? Bon, déjà, féliciter la Tunisie pour ce sacre. Je pense qu'il mérite bien le titre encore. Et quoi dire de cette équipe? Je pense que ce sont des vieux routiers. C'est des gens peut-être qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et 80% de l'équipe, c'est l'équipe de 2011 à Madagascar qui sont restés. Et quand tu vois des joueurs qui ont 40 ans, 41 ans dans cette équipe, ça veut dire quelque chose. Et je pense qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, comme j'ai dit, mais tu vois, la plupart de ces gens-là, ils se connaissent très bien et ils jouent dans le pays. Donc c'est le fait de rester pendant 10 ans ensemble, gagner un titre il y a 2 ans, gagner encore un titre cette année, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, quoi. Fondamental, ça veut dire qu'il y a une base éthique de travail. Ensuite, même s'ils ont changé d'entraîneur, les habitudes ne sont pas changées. Ensuite, ils ont ajouté un joueur de valeur en 2015 qui est Roll, Michael Roll, qui a joué une très grande partie pour ce sacre. Ouais. Et, il faut quand même reconnaître que c'est un titre, c'est un sacre, mais comme on dit, c'est un back-to-back. C'est pas toujours évident, bien qu'on soit resté ensemble pendant une dizaine d'années, ça vous donne pas de garantie pour
espérer remporter cette compétition. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus que le fait de rester ensemble? Parlons maintenant de la compétition elle-même. Qu'est-ce qui a été ce plus qu'ils ont eu pour reprendre encore le titre? Alors, le plus, c'est l'expérience, c'est la routine, c'est des habitudes. Et des fois, ils se font des passes sans regarder. Ils ont l'habitude d'être ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'équipes où on retrouve des gens qui sont restés pendant longtemps. Tu vois l'équipe du Sénégal, il n'y a que 3 qui sont restés ensemble pendant longtemps. Tout le reste, ils viennent d'arriver, c'est des jeunes. Tu vois, l'équipe de la Côte d'Ivoire, pourquoi ils sont arrivés ici? C'est parce que, quand même, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés longtemps ensemble et qui se connaissent très bien. Et l'expérience a fait la différence pour moi. L'expérience, parce que quand tu vois Slimane, Ben Ramdan, Makbrouk, tous ces gens-là, ils sont dans le même club et ils se connaissent très bien. Donc, ça, pour moi, c'est l'expérience qui a fait la différence. William, toi qui as été joueur, il faut dire, est-ce que au cours de vos préparatifs, est-ce que la Tunisie, c'était déjà quelque part au coin de votre tête? C'était l'équipe à battre, c'était l'équipe à craindre? C'est clair que voilà, champion en titre. Donc ouais, c'était une équipe que je dirais que tout le monde redoutait, même si on avait vraiment envie de jouer contre cette équipe pour essayer de les battre. Donc voilà. Ouais. Vous, quand vous regardez les adversaires, c'est vrai, le coach, vous voyez ça en tant que technicien. Vous, quand vous avez observé, en observant cette équipe, qu'est-ce qui a été... Bon, c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Vous dites, on a un autre groupe de 12, ils ont leur groupe de 12. Vous vous êtes dit, s'il y a un truc à envier chez eux, c'est quoi aujourd'hui en tant que joueur? Moi, je pense pas qu'on doit les envier sur quoi que ce soit. Je pense que voilà, on a un groupe jeune aussi. On a un groupe jeune et qu'on doit justement travailler dans les années à venir pour atteindre une expérience comme la Tunisie a. Parce que je pense que le talent là, on l'a prouvé sur des séquences ici pendant la compétition. Donc voilà, non, il n'y a rien à envier. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier dans ce groupe qui t'inspire particulièrement? Dans le groupe de la Tunisie? Ouais, le groupe de la Tunisie. Comme disait le coach, Mike Roll, c'est un joueur très intelligent, très précis. Et donc ouais, il m'a beaucoup inspiré sur les matchs que j'ai pu voir. Ouais. Richard, vous qui êtes vice-président de la Fédération rwandaise de basketball, c'est vrai, avant la compétition, vous étiez très positif par rapport au groupe qui est le Rwanda, dont on va parler tout à l'heure. C'est quoi votre réaction par rapport au sacre de ces Tunisiens? C'est venu encore une fois régner sur le continent. Oui, merci. Premièrement, félicitations à l'équipe de Tunisie. C'était l'équipe championne, donc l'équipe favorite. Tout le monde voyait que c'était l'équipe à battre, si tu veux vraiment gagner ce titre. Bien sûr, à notre niveau, c'est une opportunité d'apprendre, parce que si tu veux être meilleur, il faut se mesurer au meilleur. Donc, ça a été une expérience vraiment intéressante. Que ce soit au niveau technique, au niveau de l'équipe, qui a pu affronter de grandes équipes au cours de nos derniers matchs, mais aussi au niveau de l'organisation, parce qu'on a eu à organiser un grand tournoi. Et félicitations encore une fois à la Tunisie. Donc, on a eu une bonne compétition et c'est quelque chose qu'on reconnaît de notre côté, qui a fait qu'on ait une bonne compétition et tout le monde est content à la fin. Voilà, ça c'est l'institution Feguaba qui parle. Maintenant, sur le plan de l'organisation, c'est vrai, les organisateurs sont nombreux. Il y a déjà la FIBA Afrique, il y a le ministère, il y a vous qui êtes de la fédération, vous y avez été pour quelque chose. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la qualité de cette édition?
Qualité, oui, mais c'était un grand challenge, un défi, parce que organiser une telle compétition dans les moments qu'on connaît de Covid, le Covid est partout, c'était un grand challenge qu'on a pris. Quand on a décidé de postuler pour organiser cette compétition, il n'y avait pas le Covid. Le Covid est venu après, donc on a dû ajuster. Ça ne faisait pas partie des paramètres ni des invités. C'est ça. C'est un invité qui s'est invité. C'est un invité qui s'est invité. Donc, mais ça nous a rassurés parce qu'avant l'Afrobasket, on a eu la balle. La balle, c'était aussi une grande compétition. Mais on a appris à s'adapter très vite pour qu'on garde une compétition, malgré les challenges qu'on avait. On a eu une compétition qui s'est passée dans de bonnes conditions. Si on entend les feedbacks qu'on a des équipes qui ont participé, ils sont tous impressionnés par la qualité de l'accueil et de l'organisation. Oui, c'est vrai, organisation qui aujourd'hui doit rimer avec cette pandémie de Covid-19. Maintenant, cette pandémie, elle a également impacté sur les préparatifs pour ce qui est de l'équipe nationale du Rwanda. Coach Sarr, il faut dire, tout à l'heure, le vice-président Richard parlait de la compétition qui était intervenue avant, mais c'est au niveau de club. Le BAL, on se disait que ça permettrait au Rwanda de se mettre, disons, dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions pour accueillir cette compétition. Maintenant, pour ce qui est des préparatifs, vous, avec votre groupe, on a vu une équipe qui est entrée très vite dans la compétition avec un tempo plutôt très haut, notamment avec le match contre la Guinée. C'est dans quel esprit, peut-être s'il faut nous replonger dans ces débuts, c'est dans quel esprit que vous avez entamé la compétition? Bon, on a entamé cette compétition avec une attitude très positive. On voulait gagner tous nos matchs. Et je pense que quand vous voyez les matchs d'entraînement qu'on a joué avec ces joueurs et on a testé tout le monde. On a testé notre stratégie, on a testé notre jeu et on savait ce qu'il fallait faire quand on va commencer la compétition. Donc, c'est vrai que le rythme est très élevé dès l'entame de la compétition avec le Congo, avec l'Angola. Moi, je pense que voilà, on s'est préparé depuis quand même presque 2 mois. Donc je pense que tout ce processus a fait qu'on a pu commencer à se connaître les uns les autres. Moi, on m'a accueilli personnellement à bras ouverts. Je me suis senti direct de la famille. Et donc voilà, je pense que c'est ça les petites choses qui ont fait qu'on avait quand même une très très bonne alchimie. Qu'est-ce qui a été... C'est vrai, il y a toujours l'adaptation, c'est quelque chose de très important qui peut impacter sur les performances d'un athlète. Vous, personnellement, comment s'est fait l'adaptation dans ce groupe? C'est cela. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a des anecdotes, des choses quand même Des anecdotes? Des choses qu'on peut partager aujourd'hui après la compétition. Je pense pas qu'il y a... Oui, il y a plein d'anecdotes, on a beaucoup rigolé, ouais, non, que ce soit dans les chambres. Voilà, moi j'étais avec Marius, qui n'était pas malheureusement pas avec nous dans les 12, mais avec qui je me suis super bien entendu. Kenny Gassana qui m'a beaucoup inspiré, on a beaucoup parlé aussi par rapport au basket, par rapport à ce que je pouvais faire sur le terrain. C'est différent sur le terrain, il va falloir qu'on crée des automatismes dans les années à venir, dans les mois, dans les semaines qui arrivent. Ça va être compliqué parce qu'évidemment moi je dois retourner en Belgique pour jouer, donc je ne vais pas jouer dans le championnat national. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir petit à petit, avec les qualifications et dans l'avenir, créer ces automatismes. Coach, c'est quand même pas... C'est inquiétant un peu quand on se dit travailler avec certains piliers du groupe qui ne sont pas là, qui doivent retourner dans certains championnats. C'est quoi le plan aujourd'hui? Bon, le plan, je pense que la fédération a fait un excellent travail pour valider le plan de départ. C'est un processus qui nécessite quand même des ajustements et ils ont fait un excellent travail sur ça.
Et je pense qu'ils ont permis d'avoir un effectif qui est disponible. Ils ont tout fait également pour nous mettre dans des conditions validées, on va en parler, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire après. Mais dans ma tête, je sais qu'il faut aller plus vite et le championnat qui va commencer, comment on appelle ça, résumé, qui va reprendre, va nous permettre également d'avoir une plus large vision de ça, pour voir les joueurs qui sont en forme, pour aider encore rehausser un peu le niveau. Hein. Tout ça là, c'est des choses à voir avec le scouting qu'on va faire. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans 15 jours, certainement, on aura quelque chose en main. Le vice-président Richard, c'est quelque chose de très important que le coach vient de mentionner là. C'est des joueurs qui évoluent ici. C'est vrai qu'en tant que technicien, il a un plan. Vous, au niveau de la Fédé, c'est quoi votre plan après avoir vu le niveau de la compétition, quand même, ça vous laisse une tâche, presque une montagne à monter, à escalader plutôt. De faire une évaluation de la compétition, plan pour les compétitions à venir. On sait déjà qu'avec l'équipe nationale, on n'aura jamais assez de temps pour les préparatifs, puissent participer dans d'autres compétitions. Sur l'étape suivante, de cette compétition, peut-être pour les préparer pour les prochaines échéances. Vous dites au niveau de la préparation de l'Afro-Basket ou pour les Non, au cours de cet Afro-Basket, c'est vrai, est-ce qu'ils se sont sentis concernés en ayant des joueurs ou pas au niveau de l'équipe nationale? Oui, normalement on travaille comme... Beaucoup d'énergie et il faut dire que le match contre le Cap-Vert... L'énergie que nous avions, et ce n'était pas évident, Et je pense qu'avec une équipe comme le Cap-Vert qui est très expérimentée, qui a des joueurs qui ont fait plus de 14 ans dans l'équipe, ces gens d'erreur-là, vous allez les payer cash. Donc c'est ce qui nous est arrivé. Voilà, donc peut-être il y a... Sur l'Angola, ça a été un déclic, vous vous êtes dit attention. Attention, pourquoi? Parce que, disons, le Cap-Vert a-t-il annoncé les couleurs avec cette victoire? Contre l'Angola? Ouais. Quand le Cap-Vert a battu l'Angola? Voilà, moi je pense qu'on est dans un groupe assez équilibré. On a pu le voir, hein. On est égalité avec Cap-Vert, c'est parce qu'ils nous ont battus qu'ils sont premiers. Angola, pareil, c'est une très du monde. Donc voilà, ouais. Je pense Tavares, qu'on a en image, c'est quasiment un monstre sur le terrain. Coach Sarr, on a vu une équipe d'Angola. L'autre fois, j'étais ici avec le secrétaire général de FIBA Afrique. On parlait de l'Angola qui a régné sur l'Afrique. C'est combien? 11 titres. C'est 11 titres, c'est quand même énorme. Mais on a vu des équipes comme le Cap-Vert qui arrivent sans complexe aucun devant des nations comme l'Angola. Qu'est-ce qui explique ça? C'est déjà des équipes qui se connaissent. On connaît très bien le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est quand même une équipe expérimentée avec des joueurs qui ont joué pendant longtemps ensemble. Quand on voit les frères Ivan et Joël, c'est des gens peut-être que les gens découvrent ici. Mais ils ont marqué la zone 2 et moi, dans tous mes briefings, j'ai averti les joueurs pour leur dire que c'est des francs tireurs, c'est des tirs à 3 points qui vont dégainer tout de suite, quoi. Bon, mais l'Angola, ils ont le même jeu que le Cap-Vert seulement, et non pas de pivot comme Tavares. Et c'est pour cette raison, si tu joues au basket et tu défends très dur, et tu ne mets pas des tirs à 3 points, et tu fais des erreurs, tu vas perdre le match. C'est ce qui est arrivé à l'Angola contre le Cap-Vert. Peut-être c'est ce qui nous est arrivé, nous aussi, contre la Guinée. Est-ce que c'est vrai avec cette victoire, ça laisse entrevoir une nouvelle ère avec les nations dites petites nations de basket taillent une place au devant de la scène? Oui, je pense qu'il faut tout faire pour que les meilleurs joueurs soient là, les meilleurs joueurs possibles. Et c'est ce que les autres équipes ont fait. Nous, on a tout fait pour amener nos meilleurs joueurs. On a tout fait. Et je pense aussi, en battant l'Angola, en battant le Congo aussi, on a montré qu'il y a une base, un gros potentiel qui est là, et des joueurs de valeur. Ces joueurs de valeur-là, il faut les garder, ensuite renforcer peut-être certaines positions qui
peut-être qui font défaut. Battre l'Angola, ça a créé peut-être un déclic sur la tête de beaucoup de gens, mais pour le battre, il faut se préparer. Donc c'est préparé en conséquence. On a fait du scouting, on a appris à connaître les joueurs clés et tout. On a créé des stratégies pour les arrêter. Et je pense que tous les mérites reviennent aux joueurs qui ont compris le plan de match et l'ont exécuté. Peut-être le plan de match n'a pas marché pour certaines équipes, mais ça a marché pour le Congo et pour l'Angola. Le vice-président Richard, lorsque le coach parle de quelque chose de très important, avoir le meilleur groupe possible avec soi, nous savons toujours déjà le niveau de nos joueurs au niveau local, on a besoin d'ajuster, peut-être de faire monter d'un cran le niveau pour être au niveau de la compétition comme celle-ci. Aujourd'hui, quels sont les défis qui se présentent devant vous à pouvoir justement constituer, aider le coach, les techniciens à avoir le meilleur groupe possible? Merci. Je pense qu'à notre niveau, au niveau de la fédération, on essaie de donner un environnement aussi favorable aux préparations de nos équipes. Mais on sait qu'il y a des défis. Les défis sont vraiment à la base. Pour avoir des joueurs, il faut déjà que nos joueurs aient passé déjà dans des différents stades de préparation dès leur jeune âge. On a toujours des problèmes d'avoir de bons joueurs à ce niveau si on n'a pas eu des équipes au niveau des juniors qui puissent vraiment nous aider à sélectionner les bons éléments. Alors, ce que nous on fait, c'est de retourner ce qu'on n'a pas pu faire maintenant, mais on essaie déjà de préparer les années à venir et on apprend chaque jour. Et on remercie à cette occasion aussi l'appui qu'on a du gouvernement qui essaie de vraiment pousser toutes les demandes qu'on fait en termes de préparation, en termes d'appuyer les différentes équipes nationales. Et c'est déjà un grand appui qui va nous aider à avoir une bonne équipe nationale, que ce soit au niveau des garçons, au niveau des filles. Ça veut dire qu'on a tout, mais il faut vraiment travailler dès la base, avoir des résultats dans les années à venir. Et tant qu'on y est, on va essayer de notre mieux, et avoir de bons coachs, avoir de bons éléments. Et il ne faut pas aussi oublier les éléments qu'on a à l'extérieur du pays. On essaie toujours de contacter, d'amener les Rwandais qui sont à l'extérieur, qui vont appuyer notre équipe, parce que le Rwanda, avec l'histoire qu'on a eue, le Rwanda, c'est pas seulement la superficie qu'on a ici, c'est aussi le Rwanda qui est dans le diaspora. Donc c'est aussi une opportunité de lancer un appel aux différents éléments qu'on a à l'extérieur pour dire le Rwanda est là, donc toute contribution sera toujours la bienvenue pour nos équipes nationales. Justement, parlant de l'extérieur du Rwanda, qui doit en parler mieux que William qui est avec nous? William, tu fais partie des joueurs qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour aider l'équipe à avancer. Souvent, on dit que les joueurs qui évoluent à l'extérieur, c'est pas que pour le Rwanda. Il y a un message particulier que tu veux entendre, par exemple, des dirigeants de la Fédé, des dirigeants sportifs, pour se dire, OK, je dois aller apporter ma pierre à l'édifice? Moi, je pense que oui, il y a des messages à envoyer à l'extérieur, parce que je pense que c'est important, en tout cas en tant que métis ou même Rwandais 100% qui est à l'extérieur, de venir apporter dans son pays d'origine. Je dirais dans un pays où c'est plus jeune. Ici, le Rwanda, c'est un pays jeune, qui a une histoire avant ce qui s'est passé en 96, mais qui est un pays jeune, et donc qui est en train de se développer dans tous les domaines. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut pousser au maximum pour arriver le plus vite possible
une grande nation, que ce soit dans le basket ou ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a des messages forts quand même. Je veux dire, le président présent à tous les matchs quand même, c'est quelque chose. Donc je pense que la fédération, la ministre du sport, tout ce qui est autour du sport vont dans la bonne direction. Maintenant, ça va prendre du temps, c'est sûr. Donc voilà. Justement parce qu'on se dit, quand on est à l'extérieur, quand on n'a pas forcément évolué au Rwanda, il y a des opportunités qui se présentent à vous, qu'on appellerait même des options. Vous avez des options à se dire, écoute, il y a un pays d'accueil, ou le pays où j'ai grandi, peut-être que je peux aussi, avec un niveau beaucoup plus haut, je peux joindre. Qu'est-ce qui vous convainc personnellement à pouvoir venir, disons, rentrer, se dire, écoute, le Rwanda, petit pays, comme vous dites, jeune pays, comment aller participer? Qu'est-ce qui vous convainc au fond de vous? Moi, je pense que ma mère a gagné la bataille. Elle m'a inculqué la culture très très tôt. Elle m'a expliqué l'histoire très très tôt. Et donc, je suis tombé amoureux du Rwanda très très tôt. J'ai la chance de venir souvent. Je pense que c'est ma 8e fois ici, une 9e fois. Faudrait que je compte. Et donc voilà, je pense que ça fait longtemps que j'y pense. Et quand j'ai reçu le coup de fil en juillet, je me suis dit c'est bon, c'est parti. Hein. Let's go. Let's go pour l'aventure. Une aventure qui va être très très belle, je pense. Le vice-président Richard, ce n'est pas l'histoire de William, ce n'est pas toujours le cas avec tout le monde. Pardon? Son histoire ou sa venue, ce n'est pas toujours le cas avec tout le monde que vous contactez. Oui, ce n'est pas toujours le cas, mais on essaie parce qu'on a beaucoup de gens et je pense que le fait d'organiser de telles compétitions, chaque fois à la fin de chaque compétition, on a des appels des jeunes joueurs qui veulent jouer pour l'équipe nationale. C'est qui est vraiment, c'est un point positif parce que ça nous donne aussi un défi de dire il ne faut pas seulement travailler avec le basket local, il faut voir le Rwanda vraiment dans toutes ses dimensions. Et comme tu le dis, l'histoire, ce n'est pas seulement celui de Liam, c'est beaucoup de Rwandais qui sont à l'extérieur, qui veulent revenir, vu ce que le Rwanda peut faire maintenant. Et c'est un point positif que vraiment nous sommes très fiers de ce que tout le monde, le groupe fait. Et avoir de telles compétitions, ça va toujours nous ramener, faire une contribution dans notre secteur ou amener un édifice, comme vous l'avez dit, sur le développement du basket en particulier dans ce pays. Est-ce que vous, par exemple, au niveau de la Fédé, au niveau du ministère, vous prenez le temps de dire, écoute, on a identifié tel, allons sur place, allons contacter ces gens d'une manière personnelle, parce qu'on sait bien que le contact physique, ça peut changer des choses au niveau sentimental, le vice-président. Oui, on essaie de le faire, mais ce n'est pas toujours suffisant. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est le fait de comprendre la nécessité, l'urgence? Ce n'est pas toujours facile parce que chaque personne a son histoire. Et des fois, peut-être, comme William vient de le dire, lui, il a eu la chance de quelqu'un qui lui apprenne à dire il y a ton pays, il y a une histoire. Mais il y a aussi des Rwandais qui sont à l'extérieur qui ne voient pas encore l'intérêt de revenir au pays et de contribuer. Donc c'est un work in progress, c'est un travail qu'il faut continuer. Et ce que nous on fait, c'est qu'il faut montrer ce qu'on peut faire. On a déjà organisé de bonnes compétitions, on a déjà des équipes nationales, que ce soit au niveau des juniors, au niveau des filles, au niveau des hommes, qui participent à de grandes compétitions au niveau de l'Afrique. Donc c'est pour le dire, maintenant, il y a une opportunité de vous faire, de vous exposer. Et je sais que par exemple l'exemple de William, va peut-être inspirer ceux qui restent à l'extérieur et n'ont pas encore pensé à venir contribuer avec notre basket. Donc, c'est toujours un message qu'il faut toujours transmettre et je pense qu'avec les années à venir, on aura plus d'éléments qui vont venir. En tout cas, vous aurez quelque chose à faire valoir sur la table, je dirais, des négociations, le groupe, les infrastructures. Il ne faut pas passer à côté. On a des infrastructures aujourd'hui qui peuvent accueillir de telles compétitions. Et bien entendu, il faut compter sur l'apport des scouts comme William.
J'espère qu'il va faire un bon scout en Belgique, en Europe, de manière un peu plus élargie. Mais ça nous amène également à traiter la question également des talents africains qui s'exportent. Là, je m'adresse au coach Sarr. J'en parlais avec le secrétaire général de la FIBA qui nous a fait le plaisir d'être avec nous l'autre fois ici. On a eu de talents africains des années particulièrement 90. On a eu des gens comme Dikembe Mutombo, des gens comme Hakim Olajuwon, tellement de talents qui sont partis mais qu'on n'a jamais revus dans leurs équipes nationales. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les choses doivent changer, avoir ces talents qui ne rêvent que de NBA, une fois là-bas, on oublie? Oui, ben, je pense que ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai. Il y avait des questions d'assurance avant. Les joueurs ne voulaient pas venir parce qu'ils ne sont pas assurés. Le club demandait des assurances parce qu'ils déversent quand même des fortunes sur ces... Oui, mais avant, c'était ça. Les joueurs, par exemple, les joueurs de la NBA, les joueurs de Pro A, Pro B, ils touchent de gros salaires. Et tu viens jouer dans une équipe nationale, tu te blesses, c'est fini pour toi. Alors, donc, ces assurances-là, c'est une base, quoi. C'est une base. Mais après, FIBA a pris en charge ces assurances pour les joueurs qui ont de gros salaires. Et maintenant, ce n'est plus un problème. Mais tu vois, je regarde l'équipe du Cameroun. Il y a tellement de joueurs qui jouent à la NBA et ils ne sont pas là. Je regarde l'équipe, comment on appelle le Nigeria. Le Nigeria. C'est la troisième équipe qui est venue. Tu vois, l'équipe olympienne n'est pas venue, l'équipe A n'est pas venue, c'est la troisième équipe, l'équipe C qui est là. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond que l'Afrique doit faire pour que ses filles et ses fils reviennent, pour rehausser le niveau africain. Parce que quand même, ça va jouer après sur les championnats du monde. Parce que si les gens ne viennent pas pour les qualifications, après, il y aura des frustrations, les équipes qui vont gagner, ils vont partir, mais ce n'est pas avec les joueurs qui ont qualifié l'équipe, tu vois. Donc ça crée tout le temps des problèmes. L'équipe du Nigeria qui est partie aux Jeux Olympiques, ce n'est pas l'équipe qui a qualifié le Nigeria aux Jeux Olympiques. C'est une autre équipe, mais cette équipe n'est pas partie. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire pour sensibiliser les fédérations, pour faire un travail, pour que ces fils et ces filles africaines reviennent, pour rehausser le niveau et l'élite. Et le BAL a commencé à faire un travail sur ça. Et on voit beaucoup plus, on a plus d'exposition et de visibilité, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Est-ce que le fait aussi, le format de la compétition, se dire, écoute, l'afro-basket, comment, quand on gagne, ça vous qualifie pour quelle autre prochaine compétition? Est-ce que ça ne serait pas ce manque de motivation également? Bon, même si tu gagnes l'afro-basket, tu n'es pas qualifié. Hein. Tu n'es pas qualifié. Tu vas faire des qualifications. Tout le monde fait les qualifications. Bon, justement, le fait que ça ne vous qualifie pas directement, ce n'est pas, comment dire, c'est pas un chèque en blanc pour une compétition majeure. C'est pas ça qui peut jouer, par exemple, sur le manque d'intérêt pour certains grands joueurs de pouvoir venir. Comme ça, on les voit se précipiter ou se bousculer pour les Jeux Olympiques, par exemple. Oui, bon, il y a le côté patriotisme pour certains joueurs, mais il y a beaucoup de professionnels aussi qui font ça, c'est un travail. Ils font ça pour vivre. Et quand tu viens jouer dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce retour financier qu'ils attendent de leur fédération ou bien de leur pays. Bon, il y en a qui le font par pur patriotisme, ils le font pour la nation. Il y en a d'autres qui disent qu'est-ce que je vais gagner? Il y a beaucoup d'agents aussi qui tirent sur le truc pour dire il ne faut pas partir parce qu'il y a le championnat national belge est beaucoup plus important. Si tu te blesses, c'est fini pour toi, donc pense à ta carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir avec les parents, avec les fédérations, avec les scouts, avec les agents. Il y a beaucoup de choses, mais le Rwanda a fait un excellent travail sur ce côté-là. Toutes les possibilités ont été exploitées pour que les gens viennent. Tout. Bon, peut-être il y a des gens qui ne sont pas venus pour des raisons qui leur sont propres, mais la porte était ouverte. On a tout fait pour que les gens soient au courant qu'on est en train de recruter. Voilà. William, un commentaire là-dessus, parce que c'est très important ce qu'il dit et ça te concerne également. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un que tu connais peut avoir peut-être passé par là. Moi, je rejoins tout à fait ce que le coach dit. Moi, honnêtement, une petite anecdote.
positives et négatives en même temps. J'avais un agent, et quand je lui ai parlé de jouer pour l'équipe nationale du Rwanda, ça a été un problème. Donc c'est pour ça que j'ai quitté mon agent pour aller avec un autre, parce que c'était un problème. Comment ? De prendre ce choix. En lui disant que vous voulez venir jouer pour le Rwanda, c'est un problème. C'était un problème. C'était un problème. Il préférait évidemment que je choisisse la Belgique. Et je continue dans cette direction-là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'agents, comme il disait, avec les assurances, que ce soit l'argent aussi, qui poussent, parce qu'un agent, évidemment, touche 10% la plupart du temps sur ce qu'un joueur touche. Donc, tous les agents en Europe, que ce soit en Amérique, à mon avis, poussent pour ne pas revenir. Je pense que c'est un problème. C'est un problème, et c'est un problème énorme, parce que, évidemment, quand tu es un grand joueur et que tu as beaucoup d'argent, je ne pense pas que tu dois penser à l'argent quand tu reviens jouer pour le pays. En tout cas, pas premièrement. Après, évidemment, ouais, l'argent doit venir, c'est sûr. Il faut qu'on gagne notre vie. Mais voilà, quand on regarde les Gorgideng qui sont là, qui viennent jouer pour le Sénégal, chapeau bas. Chapeau bas. Des gens en Euroleague comme Folfay, chapeau bas. Henry, pareil, n'importe où. Et non, ça, c'est... Je respecte ce genre de décision. Et je pense que même si j'étais en NBA, je ferais la même chose. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, J'en suis convaincu. Hein ? Je dis, j'en suis convaincu. Voilà, mais ça n'a pas malheureusement été le cas pour des nations comme le Cameroun, qui aujourd'hui ont des pays qui ont en tout cas des talents qui fait vibrer la NBA. Des gens comme Joel Embiid ou Pascal Siakam pour les Bamouté, voilà, c'est tellement des Camerounais. Ils sont nombreux. Malheureusement, ça joue pas dans la faveur de leur équipe nationale. On va revenir un tout petit peu sur le groupe de la Tunisie. J'aimerais peut-être qu'on puisse revenir. On va nous proposer le schéma de ce groupe, disons le chemin qui a mené les deux équipes à la finale. Coach Sarr, est-ce que ne doit-on pas dire que les deux équipes sont passées par des groupes quand même assez difficiles? Oui, les groupes sont très difficiles. C'est vrai que Tunisie a fait 6 matchs, 6 victoires. Et même la formule, il y a beaucoup qui critiquent la formule. Est-ce que nous, on a, dans notre pool, 4 équipes, on a joué 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. La Guinée a eu 2 défaites, 1 victoire. L'Angola, 1 victoire, 2 défaites. Et ben, après, nous tous, on part pour jouer les qualifications, tu vois. Et c'était plus logique que le premier et le deuxième, qui ont 2 victoires, ils passent tous directement en quart de finale. Et les autres, ils vont se battre pour les qualifications. Donc, c'est ça, tu vois, chaque formule a des points positifs et des points négatifs, quoi. Voilà. Mais la Tunisie a rencontré de très bonnes équipes, hein, et on a vu également que dans ce groupe-là, c'était pas évident pour certaines équipes. C'était pas évident du tout. Comme là où on a vu le Sénégal, le South-Soudan, l'Ouganda, etc. C'était pas évident parce que c'est des gens, comme le South-Soudan, il vient d'arriver, mais il a fait des exploits. Ça fait des exploits. Le groupe de la Tunisie, c'était, disons, facile parce qu'il a eu 90, 80 points, 100 points. Après, l'une des équipes en tout cas qui creusait l'écart à chaque fois il a battu à plate couture tous ses adversaires. Toutes les têtes de groupe pouvaient faire ça. Parce que quand même, ils étaient un peu un cran dessus par rapport aux autres équipes et ils l'ont démontré. Richard, vous êtes de la Fédé. Le format biennal qui a déjà, avec son adoption il y a 2 ou 3 ans, ça fait déjà parler de lui. Vous, comment est-ce que vous avez vu ce format? Bon, c'est un nouveau format. Bon, en fait, il faut déjà comprendre que quand on parle de 16 équipes, c'est les meilleures 16 équipes de l'Afrique. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Déjà, participer dans cette phase finale, c'est déjà un grand point. Mais je suis du côté de l'organisation. Comment organiser une compétition et avoir le champion et être sûr que le champion a vraiment mérité. Alors, ils ont essayé beaucoup de formats. Pour nous, je ne veux pas dire que ça nous avantage ou nous désavantage, mais le plus important, c'est de gagner. Donc, si tu as déjà eu le format en avance, il faut se préparer en conséquence. Comment savoir faire la rotation de ton équipe,
mais le format, c'est leur, je dis le FIBA, c'est leur boulot, donc ils ont proposé un format. On doit s'adapter à ce format et préparer les matchs en conséquence. Voilà, et William, vous, sur le terrain, le format, est-ce que ça fait parler de lui au niveau de joueur? Vous vous êtes dit, écoutez, peut-être certains peuvent passer par la petite porte, d'autres peuvent passer par une montagne, d'autres par un lac de feu. En tout cas, ça donne des leçons. C'est clair que quand on voit qu'une équipe qui est troisième peut aller en quart de finale, alors qu'une équipe qui est deuxième dans un groupe où on a joué quand même 3 matchs, ça donne des leçons. Il faut rester sharp jusqu'au bout. Mais voilà, j'aurais préféré évidemment que les premiers et les deuxièmes aient directement en quart de finale et que les troisièmes jouent pour les qualifications. Pour moi, ça aurait été plus logique, en tout cas. Coach, on va revenir un tout petit peu également sur l'adversaire du jour de la Tunisie, je veux dire la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est une équipe un peu qui a fait parler d'elle, c'est une équipe également qui a eu des mains qui se sont prêtées pour rehausser le niveau, notamment avec... pardon ? Costello. Ouais, Costello, c'est un joueur... tout le monde se disait, écoutez, la Côte d'Ivoire, mais on a vu également des joueurs ivoiriens qui ont vraiment du niveau. J'aimerais peut-être avoir votre lecture par rapport à cette équipe de la Côte d'Ivoire, que aussi beaucoup de gens n'attendaient pas à ce top niveau. Hey, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe quand même qui a des joueurs de Pro A, Pro B. Et CB, ils ont renforcé un joueur, Costello, qui a même fait les camps avec les San Antonio Spurs. Et il a le profil NBA, quoi. On a également vu les joueurs qui, depuis 2009, sont là, comme Eddy. Eddy, il est là depuis longtemps. On a Diabaté, même chose. Je pense que ce sont des joueurs quand même qui sont renforcés avec de la qualité au niveau des extérieurs. Et Québec qui est un excellent shooter. Et je pense que peut-être les gens qui n'attendaient pas la Côte d'Ivoire ici ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a tout le temps joué les grands rôles. Et c'est une équipe quand même qui a battu de grandes nations de basketball lors des qualifications des Jeux Olympiques. Donc s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'il y a une certaine constance et une certaine régularité avec le même entraîneur pendant longtemps. Cet entraîneur était là-bas depuis 2013. Peut-être qu'il est parti une fois, il est revenu, mais il a quand même gardé une constance dans le travail. C'est pourquoi je pense qu'ils méritent d'être ici. Et ils ont étudié l'équipe du Sénégal très bien, qu'ils ont ralenti le jeu et qui ont compris qu'il ne faut pas les laisser courir. Je pense que c'est une très bonne stratégie et ça a marché. Voilà, donc tout le mérite revient au coach et à ses joueurs pour avoir quand même su contrôler le jeu de certaines équipes qu'on prétendait être sur le trône et qui sont arrivés quand même sur le trône mais qui n'ont pas gagné le titre. Lorsque vous parlez de la longévité du coach, de certains joueurs, c'est vrai, il y a des vrais tauliers au sein de ce groupe-là. En tant que technicien, nous avons quelqu'un de la Fédé qui est avec nous. C'est combien de temps dont un coach a besoin pour se dire, écoute, j'ai besoin de autant de temps pour se constituer un groupe des guerriers capables, prêts à aller batailler, faire face à n'importe quelle équipe? Bon, le temps, ça dépend, parce qu'on a ce qu'on appelle des plans stratégiques, souvent qui durent 4 ans, qui sont calés aux Jeux Olympiques, ou bien 8 ans. Donc il faut voir, on a le court terme et le long terme. Il y en a qui choisissent le très très court terme, parce que tu peux jouer maintenant et gagner maintenant. Et tu vois qu'un entraîneur a besoin quand même de regarder, de voir la qualité des joueurs, comprendre leur profil, leurs compétences, voir ce qui leur manque et travailler en conséquence. Donc ça prend un peu de temps, ce n'est pas évident tout de suite et maintenant. Mais c'est un processus long. Je pense, je donne l'exemple de la France qui a eu quand même Garnier pendant 10 ans et qui a eu Vincent pendant 12 ans. Et voilà, je pense que Garnier vient de partir. Et ça leur a permis de construire 2 générations. Et ces générations-là leur ont valu quand même 2 Coupes d'Europe avant de partir. Donc c'est pas, je pense que le plan stratégique, ce n'est pas de ma responsabilité, quand même, c'est la responsabilité d'une fédération.
Mais s'il l'offre à un entraîneur, je pense que l'évaluation peut se faire chaque année pour voir qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut renforcer. Surtout au niveau des positions et des secteurs, je veux dire, quoi, de jeu. Pour terminer, Richard, vice-président de la Fédé, la balle semble être lancée dans votre camp. Non, je ne lance pas de balle. Je donne mon opinion. Ce sont mes propos. Il y a également, c'est vrai qu'il y a toujours un malentendu entre le temps dont les dirigeants ont besoin, parce que les dirigeants, ils ont besoin de gagner, de la victoire. Les techniciens, c'est vrai, ils ont besoin du temps et aussi de la victoire également. Comment est-ce qu'on doit marier les deux pour avoir trouvé le juste milieu? Vous le dites très bien, on doit marier les deux. Parce qu'on ne peut pas se fixer des objectifs à long terme seulement, il faut que les gens aiment le basket, voient le changement. Pour nous, l'objectif, c'est d'être dans la cour des grands, des équipes, comment dire, des nations de basket. On sait la position de la Tunisie, la position du Sénégal, de l'Angola. On veut que le nom du Rwanda soit dans cette liste. Mais pour y arriver, il y a des étapes. Il y a des étapes à suivre. Et nous, dans ce qu'on attend de notre plan stratégique, c'est avoir toujours des plans à long terme, mais au moins aussi avoir des plans à court terme pour qu'on garde l'engouement, on garde la motivation, on encourage plus les jeunes pour qu'ils puissent participer dans les différentes compétitions. Donc, c'est toujours, comme vous le dites, c'est mieux de toujours marier le court terme et le long terme, mais avoir un objectif. Et l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est être dans la cour des grands. Voilà, c'est sur ces propos que nous allons nous arrêter. Merci beaucoup à tous les trois, au vice-président Richard Nyirishema, vice-président de la Fédération rwandaise de football. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. De basketball. Le foot, finalement, on doit c'est la loi. C'est une balle. Ben, voilà. Il faut faire beaucoup d'efforts aussi pour que le foot puisse être mis de côté par penser basketball. Merci beaucoup donc à Richard Nyirishema, vice-président de la Fédération rwandaise de basketball. Merci également à William, qui est un des joueurs de l'équipe nationale. Merci également au docteur Sarr, qui est le coach de l'équipe nationale de basketball. Et surtout, grand merci à vous tous qui nous avez suivis, en vous rappelant que la Tunisie est encore une fois championne d'Afrique back-to-back pour ce qui est de l'édition 2021 de l'Afrobasket Rwanda. Merci beaucoup et j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour Majuscule Propos.